Je suis Marie-Astrid Medevielle, je suis professeure documentaliste à l'origine et puis je suis surtout maintenant directrice de l'atelier Canopée de Rouen-Mont-Saint-Aignan, donc en Normandie. Et je suis ravie d'intervenir dans ces journées de la mission laïque française. Je sais que vous êtes un petit peu partout dans le monde, donc voilà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc voilà, donc l'idée un petit peu, c'est de vous montrer, parce que si on considère qu'il y a un souci avec le numérique hein, et la transition écologique, l'idée, ouais, j'ai vu dans Answer Garden que vous aviez mis opposition, par exemple. Donc c'est déjà d'avoir un petit peu une idée du poids du numérique. Et ce site Internet LiveStat, alors vous montre un petit peu les chiffres en direct. Alors évidemment, j'ai pris les chiffres au 30 mars hein, quand j'ai préparé le diaporama la semaine dernière. Et si vous regardez, eh bien, à ce moment-là, il y avait quand même déjà 635 184 000 tweets qui étaient échangés sur cette journée-là. Il y avait alors plus de 6 milliards de vidéos qui étaient vues en même temps sur YouTube. Et donc, on se doute bien que tout ça, ça a un poids aussi. Voilà. Donc, on peut plutôt parler d'explosion du web, en fait. Alors, c'est super parce qu'on peut décloisonner, on peut partager, on peut effectivement faire plein de choses et être ensemble ce matin alors qu'on est un petit peu tous à des endroits différents du monde. Donc, ça, c'est super. Ça ouvre plein de perspectives en tant qu'enseignant. Mais à l'inverse, il y a aussi des difficultés par rapport au poids que cela vraiment a sur l'environnement. Notamment, aujourd'hui, en France, un Français va produire en moyenne 11 tonnes de CO2 par an. Or, un des buts, ça serait de n'en produire que 2 tonnes. Et à l'intérieur de ces 11 tonnes, le numérique a environ un poids de 10%. Alors ça, c'est les chiffres que j'ai vus hier. Un poids de 10% en moyenne des émissions par citoyen entre les achats et les usages. Donc, il y a vraiment une problématique autour de ça. Alors, il y a aussi, ces questions-là sont vraiment prises en charge maintenant dans les compétences officielles. Donc, si vous prenez ici le cadre de référence des compétences numériques dans le CRCN, alors avec PIX notamment, même si PIX, pour les raisons qu'on sait, est facultatif cette année, il y a toutes ces compétences à travailler avec les élèves et vous avez notamment les compétences autour de la question dans protection et sécurité, de protéger la santé, le bien-être et l'environnement. J'ai pris 2 exemples de niveaux. Le niveau 2 va demander d'être conscient que l'utilisation des technologies numériques a un impact sur l'environnement. Et le niveau 4, il va falloir prendre des mesures pour protéger l'environnement des impacts négatifs et prendre des mesures aussi pour économiser de l'énergie et des ressources. Donc, la première chose, c'est de prendre conscience. Et ben, ça peut être de montrer ce premier site que je vous ai montré, là, Internet LiveStat. Et puis, ça va être également d'autres moyens pour agir. Alors, pour les compétences numériques, vous avez dans d'autres programmes un certain nombre et la question d'écologie, je veux dire, vous avez dans un certain nombre de problématiques dans d'autres programmes qui sont soulevées. Vous avez évidemment l'éducation au développement durable, alors EDD ou EEDD, quand c'est l'éducation à l'environnement et au développement durable, avec notamment une circulaire du 24 septembre 2020 qui renforce ces questions d'environnement avec l'agenda 2030 en vue. Et puis l'idée d'encourager les jeunes à l'engagement et puis surtout, ce qui est intéressant aussi, une offre de formation pour les encadrants et les enseignants autour de ces questions. J'ai relevé aussi dans le programme de SNT en seconde, donc sciences et numérique et technologique, hein, ce nouvel enseignement en seconde autour du numérique, mais qui relève de fortes questions sociétales et notamment d'impact humain. Vous avez les usages numériques doivent être pensés de façon à limiter la transformation des écosystèmes, notamment le réchauffement climatique, et à protéger la santé humaine. Enfin, plus récemment, vous savez qu'il s'est passé en France les États généraux du numérique en début d'année. Ces États généraux ont permis en fait de développer de nouvelles propositions.
Et il me semble, 40 propositions, si je ne me trompe pas, qui ont émergé de ces états généraux, il y a un axe autour de favoriser le développement d'un numérique responsable et souverain, avec notamment 2 propositions. La proposition 29, qui est soutenir un développement durable de la société numérique en maîtrisant son impact énergétique. Et la proposition 30, avec former aux bons usages et à la sobriété numérique. Alors cette question de la sobriété numérique, je vais faire un point un petit peu plus particulier autour de cette question ce matin. Donc il faut prendre en compte la question de l'identité numérique à l'intérieur, et je vais vous montrer en quoi effectivement la question de l'identité numérique, elle est importante aussi pour ces questions environnementales. Développer une réflexion sur les impacts écologiques du numérique, débouchant sur des usages mieux maîtrisés. Alors il y a aussi élaborer un guide des bons usages du numérique dans une perspective de développement durable. Alors, vous connaissez peut-être la plateforme Infini. Alors, je travaille à Canopé. Canopé est partenaire de cette plateforme qui a été créée à l'issue des États généraux du numérique. Hier, il y avait justement une masterclass sur sobriété et responsabilité numérique. Et je dis ça parce qu'en fait, la masterclass, elle est disponible à nouveau si vous vous inscrivez sur la plateforme. Vous allez pouvoir la regarder ultérieurement. Et il y a 2 choses qui m'ont paru assez intéressantes. C'est l'idée que la résilience numérique est un nouvel enjeu fort. Alors, pour les entreprises et pour la société de manière globale. Et aussi effectivement dans la manière de travailler ces questions autour de l'écologie du numérique, il était important de commencer vraiment par prendre conscience de la problématique avant de pouvoir mettre en place un certain nombre de mesures. Donc, in fine, c'est le Forum international du numérique pour l'éducation. Alors, dans la pédagogie, maintenant, je vais essayer de faire un petit peu des axes autour de la pédagogie sur comment je fais prendre conscience du poids écologique du web à mes élèves. Vous avez l'ADEME qui publie tous les ans un petit livret sur la face cachée du numérique. Et notamment, j'ai trouvé cette infographie que je trouve assez intéressante. C'est des 2 côtés, on voit le poids des consommateurs et de l'autre côté, le poids en fait du numérique dû aux data centers, aux infrastructures. Alors côté consommateur, on se rend compte que 47%, donc c'est dû aux équipements des consommateurs, avec par exemple 10 milliards de téléphones portables vendus dans le monde. Alors il existe aujourd'hui un certain nombre de sites ou de revendeurs qui permettent en fait d'acheter des portables qui sont reconditionnés. Ça peut être une des premières solutions déjà qu'on peut mettre en valeur, puisque ça a vraiment en plus un coût social. Hein. On sait bien ces questions de téléphone portable. Et puis, du côté des data centers et des infrastructures, alors on se dit qu'a priori, on ne peut pas trop agir, mais quand on voit que 15 000 km, c'est la distance moyenne parcourue par une donnée numérique, par exemple un mail, ça interroge. Et en fait, on peut agir quand même, on a certains leviers, notamment dans le fait de nettoyer, j'allais dire, ces données, de ne pas garder tout sur de ne pas garder tous les mails inutiles, etc. Ça fait aussi partie un petit peu des choses sur lesquelles on peut agir. Alors, une des problématiques, c'est de localiser les données du web. Alors, je me suis fait un peu plaisir sur les exemples. Je reviens de 4 années en Polynésie. Donc, voilà, j'ai travaillé 4 ans à Tahiti. Et ces questions du cloud, elles me semblent intéressantes à travailler avec les élèves. Alors, c'est une petite image du ciel polynésien. Mais voilà, qu'est-ce que le cloud? Quand on travaille ça avec les élèves, ça semble être un peu évanescent parfois pour eux. Et alors avec mes élèves polynésiens, par contre, ils avaient bien conscience de par où passaient les données, parce que notamment dans les îles un peu éloignées de Tahiti, le réseau n'était pas bon. Évidemment, ça dépend où. Et notamment, pendant les années où j'y étais, un câblier est venu pour câbler les îles Marquises. Donc les îles Marquises, c'est à 1500 km de Tahiti. Et ils sont passés également par les îles de Tuamotu. Donc vous voyez sur l'infographie
cartographie NATI3 que j'ai choisie. Alors évidemment, ça pose des questions d'égalité numérique et c'est important. Et ça, c'était concrètement devoir se câbler dans le port de Tahiti avec les élèves, de travailler sur comment on va câbler, etc. Et puis le changement, puisqu'après, pouvoir parler avec les collègues qui étaient aux Marquises, c'était beaucoup plus simple que quand ils étaient simplement reliés par du satellitaire. Hein. Ça change beaucoup, effectivement, les données. Donc on est bien sur une question d'égalité numérique aussi sur ces questions-là. Alors, localiser les données, c'est aussi, il y a un site très intéressant hein, que je vous ai mis là, hein, Submarine Cable Map, qui permet un petit peu de voir justement où sont situés les différents câbles sous-marins. Alors après, là, moi, je vous ai fait une capture d'écran, mais on peut vraiment regarder de manière très précise. Alors, pas que sous-marin, mais voilà, on voit un petit peu tous ces câbles et comment le monde est relié. Donc là, on voit bien aussi qu'il y a des enjeux géostratégiques qui sont très forts avec ces questions de câbles sous-marins. Donc ça fait partie des pistes, à mon avis, à travailler avec les élèves, pistes intéressantes. Et puis, localiser les données du web, c'est savoir aussi concrètement où est-ce qu'elles sont situées. Et là, vous avez les data centers qui posent question. Alors, ma carte, là, j'ai pris une carte globale. On a l'impression qu'il n'y en a quasiment pas aux États-Unis, alors qu'en fait, il y en a beaucoup. Je vais vous flasher un petit peu, faire un petit flash en deuxième temps. Là, j'ai pris, voilà, j'ai essayé justement de centrer sur le Pacifique. Et sur le Pacifique, le seul endroit où il y en a un, dans les îles, c'est Hawaï. Il n'y en a pas du tout, par exemple, en Polynésie française. Donc, nos données ne peuvent pas être hébergées forcément là où on est. Ça dépend où on est, évidemment. Donc, ça pose de fortes questions. Alors, il y en a un peu en Nouvelle-Zélande, mais par exemple, j'ai relevé des chiffres. En Nouvelle-Zélande, il y a 37 data centers, alors qu'il y en a 1912 aux États-Unis. Puis là, vous voyez sur la carte, voilà, la différence entre, par exemple, j'ai relevé quelques exemples en Afrique et quelques exemples aux États-Unis du nombre de data centers. Donc, nos données, géostratégiquement, elles ont une importance aussi. C'est intéressant aussi avec les élèves de voir concrètement à quoi ça ressemble un data center. Alors, il y a notamment un moteur de recherche bien connu situé sur la côte californienne qui a des petites vidéos sur à quoi ressemble leur data center qui sont plutôt bien, enfin voilà, qui sont intéressantes à utiliser avec les élèves. Là, je vous ai pris une photo issue de Wikipédia, mais c'est voilà, c'est important aussi de montrer concrètement à quoi ça ressemble. Et puis effectivement, du coup, on voit bien aussi que concrètement à quoi ça ressemble. Quand on sait comment un ordinateur chauffe, on se doute bien que les data centers, ils chauffent beaucoup. La climatisation, c'est en moyenne un tiers de la consommation des data centers. Donc, il y a des recherches vers des solutions de data center un petit peu plus verts, on va dire. Microsoft a par exemple décidé d'en mettre un data center immergé en Écosse, dans la mer d'Écosse. Et puis, Facebook a mis un data center en Suède près du cercle polaire qui permet aussi de chauffer en fait le village. Ou la ville d'ailleurs. Alors, j'en reviens à cette notion de sobriété numérique qu'on a vu émerger dans les propositions des États généraux du numérique. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que cette sobriété numérique? Je vous ai mis la définition trouvée sur Wikipédia. C'est une démarche qui vise à réduire l'impact environnemental du numérique. Et cette expression, en fait, elle a été forgée en 2008 par l'association Green IT. Et ça permet en fait de proposer une démarche pour avoir des services numériques plus sobres, mais aussi pour agir en fait sur ces usages numériques. Alors c'est à rapprocher en fait de la démarche du zéro déchet avec les 5 R, je ne sais pas si vous connaissez, réduire, refuser, réutiliser, recycler. Et le dernier en français, ça donne composter, ce n'est pas un R en français. Et puis, cette question de surconsommation numérique, en fait, elle pose un problème par rapport aux accords de Paris sur le climat de 2015. Donc, il va falloir essayer de réduire son empreinte écologique et l'empreinte écologique du numérique dans ce contexte-là.
Alors là, j'ai pris une infographie que je trouvais aussi intéressante, qui vient d'un site qui s'appelle Prof en transition, donc qui sont justement aussi autour de ces questions du zéro déchet et qui ont essayé de le traduire aussi par rapport aux questions du numérique. Alors, ils ont repris ces 5 R avec, par exemple, réduire les marges d'impression, réduire la liste des destinataires, la luminosité des écrans. Enfin, c'est des choses assez concrètes et ça, pas forcément si compliqué à mettre en œuvre. Et puis, ils ont fait un deuxième schéma. C'est toujours chez Prof en transition que j'ai trouvé ce schéma. Alors, toujours avec l'idée des 5 R, hein, refuser les modèles dominants. Alors, voilà, il y avait peut-être des questions à se poser sur ce qu'on utilise comme plateforme, etc. Réduire l'empreinte numérique, réutiliser l'équipement et les ressources déjà disponibles, donc recycler, je vous parlais tout à l'heure, hein, on peut acheter ses téléphones de seconde main, par exemple. Donc voilà, un petit peu toutes ces questions-là. Il y a une loi économie circulaire en 2021 qui va créer en fait un label, un écolabel pour connaître l'indice de réparabilité justement des outils numériques que l'on peut acheter. Donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'on sait bien qu'une des problématiques, c'est que parfois, on ne peut pas les réparer, c'est ce qu'on nous dit. Dans ce qu'on peut faire aussi, on peut réduire son empreinte numérique en nettoyant sa boîte mail. Alors il existe, je pense que vous connaissez, c'est les Clean Up Day qui permettent d'aller par exemple nettoyer les plages, nettoyer des rivières, etc. Eh bien, il existe également une journée, alors qui a eu lieu en mars, hein, sur le cyber clean-up, donc comment nettoyer un peu l'environnement numérique. Donc une des pistes, hein, c'est de réduire sa présence sur internet. Alors, c'est pas simple. Et puis de réduire sa consommation de données également. Alors, quelques petits outils, oui, intéressants. CleanFox pour nettoyer votre boîte mail, notamment, on s'abonne souvent à plein de listes de diffusion qu'après on ne lit pas forcément, qui finissent rapidement directement à la poubelle. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis, vous avez également un add-ons pour Firefox qui s'appelle Carbon Analyzer et celui-ci permet en fait de directement de calculer l'empreinte carbone de ma navigation, je dire, j'ai le terme, de ma navigation sur Internet. Et puis, je vous ai mis en bas aussi le petit, la capture d'écran sur cette journée sur Cleanup Day. Alors, vous avez également des outils, des moteurs de recherche, par exemple, plus verts qu'on peut utiliser. Alors, il y a Lilo, qui est un moteur de recherche français qui finance en fait des projets. Ça fonctionne par goutte d'eau. Donc, mes recherches génèrent de l'argent sur Google, on connaît le fonctionnement. Et Lilo décide qu'une partie des recherches en fait, va nous permettre de produire des gouttes d'eau. Et ces gouttes d'eau, on peut les attribuer à un certain nombre de projets qui sont sur la plateforme et qui sont d'ordre écologique, protection de la nature, ce genre de questions. Et notamment, il y avait un projet autour d'une clinique des tortues en Polynésie. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis l'image de la tortue. Vous avez également Ecosia. Alors, Ecosia utilise le moteur de recherche Bing. Donc ça pose un peu des questions, mais à la place, ils plantent des arbres. C'est-à-dire qu'effectivement, une partie de leurs bénéfices permet de planter des arbres. Et alors, en faisant un petit peu plus de recherche sur Ecosia, a priori, ils ont aussi décidé d'alimenter leur entreprise par des énergies renouvelables. Ils ont a priori construit des centrales qui permettent ça. Donc, ils ont plutôt un bilan écologique qui semble intéressant. Et puis le dernier, je vous ai mis, je cherchais moi un cloud qui soit écologique, entre guillemets, parce que cloud par défaut, ça n'est pas écologique. Mais voilà, et donc j'ai trouvé celui-ci qui est français, qui a priori respecte les données, etc. Et qui a aussi une politique de planter des arbres pour compenser un peu, pour compenser carbone, on va dire, le coût du numérique. Alors, il n'est pas gratuit, par contre, voilà.
Alors, à qui appartiennent les données d'Internet? L'économie du web et la question des communs se pose. Vous avez protégé les données personnelles et la vie privée. Donc là, je reprends le CRCN, hein, le cadre de référence des compétences numériques et donc les compétences PIX. Et dans ces questions de protéger les données personnelles et la vie privée, vous avez par exemple le concept de connaître le concept de traces de navigation, savoir que les traces peuvent être vues, collectées, analysées. Et puis en niveau 5, vous avez prendre conscience des enjeux économiques, sociaux, politiques et juridiques de la traçabilité et évaluer la pertinence d'une collecte de données par un service en ligne, en comprendre les finalités. Donc, vous connaissez, je pense, cette infographie de la CNIL qui est, en tout cas en France, dans tous les CDI. Je ne sais pas si c'est le cas dans les lycées de la mission laïque française, mais voilà, moi, quand j'étais prof doc en lycée, je l'avais reçue. Et cette infographie, en fait, reprend l'idée, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Je vous disais tout à l'heure, moi, le cloud que j'ai choisi, en l'occurrence, il n'est pas gratuit. Voilà. Alors, je crois que quelqu'un a dû allumer son micro et ça fait un écho. Donc, si c'est possible de l'éteindre, merci. Voilà, alors notion de traces numériques, volontaires ou non volontaires. Il y a un certain nombre de traces qui sont volontaires, d'autres qui ne sont pas volontaires. Et ça, c'est aussi intéressant de travailler ces questions-là, justement, avec les élèves. Parce que l'identité numérique, elle peut être subie. Toutes les traces que je fais quand je vais sur Internet, les cookies, etc. Et puis, on peut travailler avec les élèves, alors quelque chose qui parlera sans doute aux professeurs documentalistes et peut-être à d'autres, mais une chercheuse qui s'appelle Louise Merzo. Voilà, ça fait partie du programme de SNT, effectivement. Louise Merzo, elle parle, elle, de présence numérique, et une présence numérique qui, en l'occurrence, va être plutôt assumée. Et c'est vers ça qu'il faut essayer de travailler, en fait, avec les élèves. Alors, toujours dans cette question d'à qui appartiennent les données d'Internet, évidemment, j'ai pris là les pictos des GAFAM, alors pas que. On se retrouve en fait avec ces questions des données d'Internet sur une problématique que les chercheurs en sciences de l'information et de la communication appellent la problématique des enclosures. Donc, ça reprend ce terme d'enclosure. En fait, ça vient du Moyen-Âge en Angleterre, quand on est passé en gros je fais un très résumé, des open fields vers des systèmes de propriété privée des terres. Et là, c'est pareil, en fait. On passe d'un web qui était très ouvert à l'origine vers un web plus fermé. Alors, je vous ai mis une petite histoire du web, alors très rapide. En 1989, donc, Tim Berners-Lee, chercheur au CERN, invente l'hyperlien et le web. En 1993, le CERN dépose le web dans le domaine public et en fait, on se rend compte très rapidement qu'il y a déjà des entreprises qui très vite en fait se créent sur le web, hein, parce qu'Amazon c'est dès 1994, Google 1998. Et puis, on a quand même effectivement aussi toujours cette idée du libre et des communs, avec notamment Wikipédia, qui est créée, elle, en 2001. Mais on voit bien que le web se retrouve un peu sous tension entre ces deux aspects, donc entre des entreprises privées et puis de l'autre côté, un fonctionnement qui se voulait libre et ouvert sur la diffusion des connaissances. Alors, quelque chose que je faisais avec mes élèves, et je pense que je vois qu'il y en a qui font SNT, donc pour ceux qui font SNT, ça fonctionne très bien en seconde. Je donnais des petits sujets d'exposé à faire avec mes élèves et je leur posais des questions qui les amenaient en fait à essayer de réfléchir et à comprendre justement le mécanisme du web, hein, pour démythifier un petit peu ce fonctionnement qui peut sembler magique à l'origine. Et notamment des questions comme autour de la géolocalisation. Est-ce que c'est vraiment un progrès ou est-ce que c'est plutôt un danger, la géolocalisation? Parce qu'il y a quand même vraiment des avantages aussi à cette géolocalisation. Et si c'est un danger, en quoi c'est un danger? Celle-ci, ça fonctionnait toujours très bien. Pourquoi Mark Zuckerberg est-il très riche alors que Facebook, c'est gratuit?
Donc là, on arrive effectivement à la publicité ciblée, à la question des traces, tout ce genre de questions. Et puis la question aussi de la bulle de filtre. Ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est qu'une bulle de filtre et pourquoi est-ce que les informations, elles m'arrivent d'une certaine manière. Voilà, donc ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien avec les élèves et qui amènent vraiment aussi beaucoup de débats. Alors, les données d'Internet, on voit bien qu'en Europe, en tout cas, on a le règlement général sur la protection des données, le RGPD. Alors, le RGPD, c'est pas toujours simple parce qu'on se pose toujours la question de est-ce que je peux utiliser cet outil ou pas. Mais il faut voir aussi les côtés positifs, j'ai envie de dire, de ce RGPD. Et notamment, moi, j'aime bien le droit au déréférencement. Donc, on peut dire que ben non, ça va pas. On peut faire enlever des données sur soi. Alors ça, notamment pour les élèves, là, je un petit peu plus loin sur les questions de harcèlement, ce genre de choses, c'est important. Et puis, celui que j'aime bien, c'est le droit à la portabilité des données. C'est-à-dire que oui, je peux avoir mis mes données à un moment sur une plateforme et j'ai le droit de les récupérer, de les enlever de cette plateforme pour les mettre sur une plateforme à un fonctionnement similaire. Mais voilà, je garde la main normalement sur mes données. Alors, à côté, en fait, dans les données du web, à côté de ces entreprises qu'on connaît bien, qui fonctionnent bien d'ailleurs, disons-le, ce sont des outils qui fonctionnent bien, eh bien, on a la question du monde du libre et des communs, avec un certain nombre d'outils aussi qui sont très intéressants à utiliser, qui fonctionnent aussi. Voilà, donc dans les recommandations des États généraux du numérique, on a souvent l'idée justement d'utiliser les outils qui viennent du libre et des communs. Alors on associe souvent un peu l'idée du libre à quelque chose d'un peu plus vertueux aussi. C'est souvent un petit peu l'idée qui va ressortir. Alors je vous ai mis quelques outils. Alors évidemment Wikipédia qui là est très connu et il y a plein de projets très intéressants à faire avec les élèves autour de Wikipédia. Le tout nouveau, la digital.dev, donc là il est vraiment nouveau. Enfin, en tout cas moi je l'ai vu apparaître en début de semaine et qui permet vraiment de faire plein de choses intéressantes, notamment avec les élèves pour les faire participer. Voilà, là, demain, je fais un atelier autour de la créativité, du co-design dans le numérique et la digitale permet vraiment de faire plein de choses autour de ça. Alors, il y a Framasoft, mais je pense que vous connaissiez bien Framasoft à la mission laïque française puisque vous en avez dans le réseau un des créateurs. Et puis, les apps éducation également que l'on peut utiliser. Alors, normalement, c'est par académie qu'on les utilise. Du coup, je ne sais pas ce que ça donne dans le réseau de la MLF. Je suis désolée, je n'ai pas la réponse. Je pense que vous devez l'avoir vous-même, mais moi, je ne l'ai pas. Vous avez également un projet que j'aime bien, un site sur lequel vous pouvez travailler avec les élèves également, donc sur ces questions des communs. Vous avez le projet des figures en commun qui est fait par une chercheuse en sciences de l'information et de la communication qui s'appelle Anne Cordier, avec une professeure documentaliste et formatrice qui s'appelle Sophie Boquet. Donc, elles ont commencé en fait à travailler ces questions de quelques figures du monde du libre et du commun à faire partager aux élèves. Et donc voilà, donc ce site-là, vous allez retrouver également le lien dans le chat. Paul, je te laisse le mettre. Toujours dans ces idées de partage, etc. Dans les projets pédagogiques que l'on peut mettre en œuvre avec les élèves, on va passer en fait du numérique au service de l'écologie et des communs. Alors, vous avez ce livre fait par deux professeurs documentalistes, Marion Carbillet et Hélène Mulot. Et je crois d'ailleurs qu'Hélène Mulot était intervenue aux dernières, si je ne me trompe pas, aux dernières journées justement rencontre MLF numérique. Sur à l'école du partage, alors c'est vraiment intéressant, elles ont toute une réflexion justement sur la question du partage de l'information, de la coopération à l'école, des projets autour des communs à l'école.
et aussi de participer à des projets citoyens. Alors avec Marion Carbillet, on avait fait aussi tout un travail autour à ce moment-là du centenaire de la Première Guerre mondiale et avec justement ce qu'on pouvait faire participer, donc faire travailler les élèves sur les archives, les faire écrire dans Wikipédia par rapport à ça. Voilà, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire à ce niveau-là. Alors toujours dans cette idée du numérique au service de l'écologie et des communs, on peut se poser la question de comment concilier transition numérique et écologique à l'école, puisque on l'a vu, plus on utilise le numérique et plus ça a de poids, et en même temps, il y a cette question de la transition écologique, du climat, etc. On peut avoir une réflexion sur l'espace et je vais faire un petit point sur les projets Fab Lab parce qu'on peut développer des projets Fab Lab qui sont vraiment intéressants sur plein de points et notamment autour de la question des Repair Cafés. On peut essayer de faire un peu dans les Fab Labs en établissement scolaire cette idée de Repair Café. Ce qui est intéressant aussi dans les projets Fab Lab, c'est qu'on trouve des modèles libres en ligne, c'est-à-dire par exemple, je vais créer mon matériel pédagogique en mathématiques. Eh bien, je choisis ensuite de mettre le modèle que j'ai créé sur le logiciel pour l'imprimante en libre accès à tout le monde et tout le monde peut le réutiliser et créer avec son imprimante 3D, par exemple, ces outils-là. Donc là, on est dans de la co-construction, du partage en commun. Voilà. Alors, Canopé, notamment dans notre atelier avec Paul, on a un Fab Lab. On participe en fait au projet Fab Lab à l'école avec la Cité des sciences et de l'industrie. Donc, c'est un projet qui nous permet, nous, d'avoir déjà un kit Fab Lab sur l'atelier. Donc, Paul vous a mis le lien vers ce projet-là. L'idée, c'est un peu de vous montrer quels sont les outils en fait, qu'on a dans ce Fab Lab-là. Et puis aussi d'expliquer un petit peu en quoi c'est à la fois un projet sur le numérique, mais aussi un projet, alors aussi pour encourager les filles à aller vers le numérique, c'est-à-dire il y a quelque chose aussi autour de la question du genre ici. Donc voilà, on a un petit peu donc l'imprimante évidemment, la machine à coudre, la fraiseuse, la scie à chantourner, des cartes électroniques également pour travailler sur les questions de programmation. Et en plus de les avoir, donc d'avoir un kit, nous, sur l'atelier, on a également 2 kits mis dans des écoles et les collègues, dont Paul, suivent justement les usages dans les écoles partenaires. Donc l'idée, hein, c'est vraiment ça autour du Fab Lab, hein, c'est l'atelier de fabrication, la conception, la production numérique, faire soi-même dans le mouvement des makers, etc. Et puis, par rapport à l'EDD, on est dans l'idée aussi de réparer, de faire soi-même. J'ai une partie d'un jeu qui manque. Est-ce que je peux pas essayer de le créer plutôt que de jeter tout le jeu? Voilà, un petit peu toutes ces questions-là. Alors sur l'atelier, nous, ça fait partie des choses qu'on a vraiment envie de développer, mais on a les mêmes problématiques que tout le monde, hein. Actuellement, là, nous, on est confinés, donc on n'est pas sur l'atelier actuellement. Mais ce qu'on voudrait développer, ce serait sur des mercredis après-midi où les collègues puissent venir à la fois soit fabriquer leur matériel pédagogique avec notre Fab Lab, soit également parfois faire un peu justement des choses des projets autour de l'EDD, réparer, voilà, avec le Fab Lab sur notre atelier. Alors, un autre projet dont j'avais envie de vous parler, c'est un projet, alors en fait, cette question-là de transition écologique et numérique, je les avais déjà travaillé donc, quand j'étais en Polynésie, et notamment dans le cadre de Lutovia Polynésie. Et il me semble qu'il serait intéressant de partir sur une idée d'une grainothèque numérique. Alors l'idée, vous savez, les grainothèques, il y en a pas mal dans les médiathèques, hein, c'est de partager des graines, etc. C'est vraiment un projet dans les communs qui se fait classiquement. Ça se fait dans les CDI, ça se fait dans les médiathèques, etc. Donc ça, c'est déjà un joli projet. Mais l'idée, ça serait peut-être de faire indexer justement toute cette biodiversité par les élèves sur un wiki, parce que
peut aussi parler des wikis dans les projets dans les plateformes participatives, de collaboration, etc. Et je me suis dit que j'allais vous reparler de ce projet-là parce que je pense qu'avec tout le réseau de la Mission Ligue française, vous auriez moyen d'indexer vraiment une biodiversité assez intéressante. Voilà, donc ça fait vraiment aussi travailler, certes via le numérique, mais ces questions d'éducation au développement durable. Alors pour terminer, et pendant que vous pouvez faire aussi pendant un temps de questions, je voulais essayer de garder du temps, on n'est pas trop mal, j'ai réussi à garder à peu près 5 minutes de questions. Je vais vous demander, si ça vous dit, d'utiliser un tableau de post-it collaboratif, qui est Scrambler, et vous pouvez partager une petite idée que vous pouvez mettre en place autour de cette thématique, si ça vous dit, par rapport à ce que j'ai pu dire, ou d'autres choses que vous faites déjà en fait autour de cette thématique également. Ça me semblerait intéressant. Alors si vous ne le partagez pas tout de suite, de toute façon moi je vais le laisser en ligne un petit moment, donc ça peut être sympa aussi que vous alliez le partager plus tard et que vous puissiez y revenir également sur ces questions. Donc vous voyez, j'essaye aussi avec ma présentation de vous proposer quelque chose à la fois collaboratif, participatif, même si 3/4 d'heure c'est un petit peu plus court pour le faire, et autour de ces questions de transition écologique. Je vais vous souhaiter une bonne journée à tous.